Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 277 de Tokyo Revenger. Et ce chapitre, ça sonne déjà comme une fin. Bah alors qu'est-ce qui se passe Ken Wakui? On est pressé d'en finir? Alors bien entendu, on va parler de tout ça, et comme d'habitude, cette review va se découper en 3 parties. La première qui va se plonger sur le voyage temporel de Takemichi et de Maiki. La seconde sur la création du Toman et l'intégration des diverses antagonistes. Et la dernière, eh bien, on va parler des diverses oublis et peut-être même incohérences du manga. Et oui, ce serait pas tellement une review si je n'en parlais pas. Bref, l'essentiel a été dit, je vous propose de vous plonger d'ores et déjà dans l'analyse de ce tout nouveau chapitre. Alors, la première chose qui sera mise en avant dans ce chapitre, eh bien c'est la rencontre entre Takemichi et Maiki dans le passé. Et tout ça est tout simplement dû à un bond temporel des deux personnages. Et bien que la semaine dernière j'avais émis 2 hypothèses qui expliquaient pourquoi Maiki avait reconnu Takemichi alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés, c'est bien la piste qui m'avait pas convaincu à 100% qui sera choisie par Ken Wakui. Et moi qui avais décidé de vous présenter une hypothèse en essayant de me baser sur ce qui était existant dans le manga, eh bien on peut dire que je me suis bien fait avoir. Merci Ken Wakui. Mais bon, au-delà de ça, c'est d'entrée de jeu que nous verrons Takemichi et Maiki assez surpris de se retrouver tous les deux dans le passé. Un phénomène qui provoquera la joie des deux personnages, pouvant pas s'empêcher de courir à travers les rues, afin d'exprimer leur joie à propos d'un tel revirement de situation. Et d'ailleurs, on peut noter la petite touche comique en voyant l'incompréhension de Baji, de Shin, mais également et sûrement de Emma et de Sanzu, face à cette conversation qui paraît complètement lunaire, un petit running gag qui est toujours un peu drôle à regarder, une scène qui pourrait également nous rappeler la réaction de Taiju face à la conversation entre Maiki et Takemichi, lors de la bataille du Kanto Manjikai face au Tokyo Manjikai, quelque chose qui était aussi assez drôle à constater. Mais bref, concernant le voyage temporel de nos deux personnages, eh bien on va avoir un petit peu d'informations dans ce chapitre, un petit peu. Alors pour commencer, on peut aborder le cas de Maiki, et à travers ses paroles, eh bien on apprend que son bond temporel dans le passé a été provoqué après que ce dernier ait souhaité que Takemichi ouvre les yeux, une image qu'on avait bien entendu pu voir au chapitre 276, quelque chose qui avait provoqué le voyage temporel de Takemichi. Ici, on a donc le contexte qui nous permet de savoir quand ça s'est produit, mais en ce qui concerne le pourquoi, eh bien c'est quand même un peu flou. Alors bien entendu, on aura quand même quelques explications, et ces dernières vont nous être données lorsque Takemichi et Maiki se retrouvent en haut d'un immeuble, mais entre vous et moi, eh bien je les trouve quand même assez faibles. En effet, si on se plonge sur le cas de Takemichi, eh bien ce dernier va expliquer qu'au moment où la vie semblait le quitter, le personnage pensait avoir donné son pouvoir à Maiki. Et maintenant, en ce qui concerne Maiki, ce dernier va expliquer ne pas comprendre grand chose à ce qui se passe, mais va quand même exprimer qu'il a senti quelque chose se produire au moment où il a tenu la main de Takemichi. Et en soi, avec ces explications, eh bien peu de choses peuvent nous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement, comment ça se fait que les deux personnages aient voyagé dans le temps, mais malgré ça, eh bien je vois deux hypothèses que j'aurais à vous proposer. La première, c'est que Takemichi, d'une manière ou d'une autre, serait parvenu à partager son pouvoir avec Takemichi, et cela serait dû à leur volonté commune, mais ici, il s'agit de quelque chose de jamais vu dans le manga, et quelque chose qui serait à l'encontre des paroles du SDF. Et la seconde, c'est qu'en ayant tué Takemichi, eh bien Maiki aurait récupéré une partie de son pouvoir, et ce, malgré que le personnage ait réussi à réaliser un dernier bond temporel pour pouvoir revenir dans le passé. Mais encore une fois, eh bien cela pose problème. En effet, si on se replonge lors de l'arc Tenjiku, eh bien le personnage avait été tué par Kisaki dans le futur, et aux portes de la mort, eh bien Takemichi avait réussi à revenir dans le passé, notamment grâce à la poignée de main de Nahato. Ici, si la deuxième hypothèse est valide, et bon, on peut imaginer qu'il y a un Kisaki qui se balade à travers le temps dans une autre timeline, mais bon, cela me semble plutôt improbable. Enfin, la dernière différence que j'aurais à vous soumettre, eh bien c'est que le voyage temporel de Maiki ne s'est pas produit de la même manière que celui de Shinichiro Sano ou encore celui de Takemichi. En effet, le point commun qui existe entre les deux personnages, c'est que leur premier voyage temporel s'est produit alors que ces derniers étaient face à la mort, alors que pour Maiki, eh bien c'est simplement sa volonté qui l'a fait voyager, quelque chose qui semble assez bizarre parce que je ne doute pas que Shinichiro Sano avait la volonté nécessaire pour pouvoir retrouver son petit frère et le sauver dans la première timeline. Bref, quoi qu'il en soit, ici j'espère qu'on aura une véritable explication et que Ken Wakui ne servira pas à un truc du style. T'inquiète frère. Non mais attends, pendant le flashback de Shinichiro, on avait quand même vu qu'avec le SDF... Bref, c'est après ce passage que les deux personnages et héros, et oui, petit changement de statut pour Maiki, vont décider ensemble de changer le destin de leurs camarades. Maiki se joint donc officiellement à la mission de Takemichi, et j'avoue que ça va changer pas mal de choses. Et ces choses, eh bien on va les aborder dans la seconde partie, et un petit peu dans la troisième partie. Alors que la première partie n'était finalement qu'une mise en contexte, eh bien c'est la seconde partie qui va nous offrir les éléments qui semblent mener à l'happy ending de ce manga. Et oui, comme je vous ai dit en intro, Ken Wakui, il a plus le temps. Alors plus le temps, je ne sais pas, mais en tout cas, il semble nous offrir un happy ending. Et je dois avouer que ce chapitre, en tout cas de ce que j'en ai vu, divise pas mal la communauté. Et ouais, c'est peut-être la première fois que je vous vois autant divisé par rapport à un chapitre. Bon, à l'exception de Shinichiro Time Leaper, bien entendu.
Eh bien, je dois vous avouer que de mon côté, je suis assez mitigé, mais c'est quelque chose qu'on abordera peut-être en fin de review. Mais bon, pour poursuivre l'analyse de ce chapitre, eh bien, je vous propose de vous plonger dans la création du Toman, et cette fois-ci, Takemichi fait bel et bien partie des membres fondateurs de ce gang qui deviendra finalement mythique. Bon, ici, avec le début du chapitre, bien entendu, on pouvait s'en douter, mais bon, je dois avouer que c'est quand même plutôt mérité par rapport à tous les sacrifices que le personnage a fait tout au long de l'œuvre, et surtout toutes les menaces qu'il a affrontées pour le Toman. Yes, ça, on peut absolument pas le nier. Mais bon, au-delà de ça, la création du Toman sera également l'occasion de pouvoir canaliser les deux plus grandes menaces qui pèseront sur nos héros. Bon, pour Senju, je dois vous l'avouer, c'est assez particulier, sachant que les derniers chapitres nous ont montré un côté un peu plus humain du personnage. D'ailleurs, je dis ça comme ça, mais j'ai réalisé une vidéo sur le sujet. Je dis ça comme ça de manière très subtile, si jamais vous voulez la regarder. Hein. Au cas où, on sait jamais. Hein. Petit lien qui s'affiche juste au-dessus. Mais bref, tout ça pour dire qu'il ne représentait pas une réelle menace comparé à Kisaki, un personnage qui sera donc intégré dès le début dans le Toman par Takemichi, un acte qui respire un petit peu la bienveillance, mais surtout une manière de l'empêcher de sévir. Et bien que cela et la suite du chapitre nous permettra de voir que ça a offert une solution plutôt viable, eh bien je dois avouer qu'il y a quand même quelques questions qui me passent par l'esprit. Qu'en est-il de ses sentiments pour Hinata et de sa jalousie envers Takemichi ? En effet, s'il y a bien quelque chose que nous avons appris dans le manga, c'est que la jalousie du personnage est née au moment où Takemichi a sauvé Hinata, mais avec le bond temporel de Takemichi, eh bien on peut se demander si l'événement s'est réellement produit. Alors selon moi, on ne peut pas affirmer avec certitude que cet événement n'ait jamais existé, mais quoi qu'il en soit, si le sauvetage d'Hinata s'est produit, eh bien on peut imaginer que les circonstances ont été complètement différentes. En effet, dans un premier temps, on peut facilement déduire que l'intervention de Shinichiro Sano n'a pas dû avoir lieu, ou si elle a eu lieu, elle s'est passée différemment. Mais surtout, dans cette nouvelle timeline, il y a quelque chose de fondamentalement différent, c'est que Takemichi connaisse Mikey, et donc il y a peu de chances que ce dernier se fasse rétamer comme ça, à part bien entendu si Mikey était absent. Mais bon, cela pose encore une nouvelle question, c'est la temporalité de la création du Toman. Alors j'avoue que ce sujet, je comptais le garder pour la troisième partie de cette review, mais maintenant qu'on y est, eh ben pourquoi pas l'aborder. Ici, lorsque j'ai vu le chapitre et que je suis arrivé à cette partie, eh bien la première question que je me suis posée, c'est quand est-ce que le Toman s'est finalement créé. En effet, si on regarde les chara-design de Takemichi et de Kisaki, ben la chose que l'on peut se dire, c'est qu'ils sont nettement différents de ce qu'on a pu voir dans le flashback de Shinichiro Sano. En effet, si on se replonge dans ce passage, eh ben la chose que l'on peut dire, c'est que Takemichi a l'air quand même plutôt jeune, mais c'est également le cas pour Kisaki. Et ici, dans cette scène, eh bien, on a l'impression d'avoir un Kisaki qui est quand même un peu plus vieux, et c'est également le cas pour Takemichi. C'est donc en constatant ces éléments que je me pose réellement la question de quand est-ce que le Toman a été créé dans cette timeline, et pour pouvoir y répondre, eh bien, je me suis appuyé sur un élément, pourquoi le Toman a été créé dans un premier temps. Alors ici, je suis vraiment désolé, mais je suis encore obligé de faire un petit peu de spéléologie. Si on se replonge encore une fois dans le Toman, eh bien on sait que ce gang a été créé en réponse à la menace que représentaient les Black Dragons, gang mythique qui a été créé par Shinichiro Sano et à cette époque qui était géré par Madarame, la petite fraude, et surtout manipulé dans l'ombre par Izana. Et compte tenu du retour dans le passé de Takemichi et de Mikey, eh bien on pourrait se poser la question de la jalousie d'Izana, est-ce que ce dernier en veut toujours au capitaine du Toman? Eh bien pour moi la réponse est évidente, c'est oui. En effet, si on se plonge dans la première série des bouclés de Tokyo Revenger, et pour être plus précis celui qui traite de la création du Toman, eh bien on sait que le gang a été créé par l'initiative de Baji. Oui, c'est bel et bien Baji qui l'a créé, même si on pourrait penser que c'est Mikey qui a eu l'idée. Et ce dernier a décidé de le créer pour pouvoir défendre Kazutora qui se faisait à ce moment-là agresser par les Black Dragons. Ici, il s'agit donc d'un élément qui est commun aux anciennes timelines, mais je dois avouer qu'il est également commun à cette timeline, cette toute nouvelle timeline. En effet, si on reprend la scène de la création de ce gang mythique, la scène qui réunit désormais les 7 nouveaux membres fondateurs, eh bien on voit que c'est Baji qui prend la parole pour suggérer la création du Toman. Et donc si on se base sur cet élément, eh bien on peut considérer que les circonstances sont les mêmes. Déduction que je dois avouer qui n'est pas certaine à la vue des chara-design de Takemichi et de Kisaki, mais bon, ici on n'a pas forcément de réponse, est-ce qu'on peut donc parler d'une incohérence, ou est-ce que tout simplement c'est un changement de chara-design qui nous donne l'impression que Kisaki et Takemichi, eh bien ils sont plus vieux. Bref, ici on n'aura pas forcément la réponse, et je dois vous avouer que j'ai fait quand même un énorme détour par rapport au sujet que je souhaitais traiter dans cette seconde partie, donc je vous propose de revenir à l'intégration des antagonistes qui sont Kisaki et Sanzu. Et pour être plus précis, maintenant on va parler de Sanzu. Via son intégration dans le Toman, eh bien la chose qui permet de le canaliser parmi tant d'autres, eh bien c'est le fait qu'il restera proche de son ami de Mikey, quelque chose qu'il a souhaité depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, la chose que l'on peut constater après toutes les dingueries qu'il a fait, c'est que ce dernier indique qu'il ne souhaite pas devenir un délinquant. Vraiment Sanzu? Vraiment? Alors, ici, blague à part, ça trouve quand même assez de sens par rapport à l'histoire du personnage et surtout aux éléments qu'on a eu dans le flashback de Shinichiro Sano. En effet, bien que cette suite de chapitres nous avait présenté le personnage comme étant belliqueux, un chemin qu'il ne s'était pas emprunté à l'origine, mais qu'il a quand même embrasé pour pouvoir défendre l'honneur de son capitaine, et puis un peu plus tard rester tout de même à ses côtés. Cependant, avec le dernier voyage temporel de nos deux héros, eh bien ce chemin, il n'aura plus besoin de l'emprunter, et la chose que l'on peut dire, c'est que Sanzu finalement conservera son humanité. Tout semble bien finir dans le meilleur des mondes.
Maintenant, le dernier élément que j'aurais à vous dire avant de conclure cette partie, eh bien c'est tout simplement la stratégie de Mikey et de Takemichi, donc celle d'intégrer leur antagoniste, qui va perdurer à travers les années. Ensuite, dans la suite des chapitres, on pourra voir l'intégration de Taiju, de Inoue et de Koko, mais également celle de Izana et de l'ensemble du Tenjiku. C'est donc par ce biais que Takemichi et Mikey réussiront leur objectif, celui de sauver tout le monde, et surtout le fait de canaliser leur futur ennemi en leur offrant des positions plutôt bien placées au sein du Toman, des positions de capitaine de division. Bref, encore une fois, tout a l'air de bien finir, et c'est d'ailleurs sur ces paroles que je vous propose de vous plonger dans la troisième partie de cette review. Une partie, eh bien, qui va aborder les incohérences que j'ai pu voir dans ce chapitre. Bon, la team, jusqu'à présent la review était plutôt positive, bon, malgré quelques détails près. Et bien maintenant, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Ah là là, tiens. Kenwaki, t'avais réussi à passer l'épreuve du bon temporel. Il n'y avait aucune incohérence. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je surjoue peut-être un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a quelques incohérences qui peuvent être assez gênantes. Et bien entendu, j'entends déjà vos arguments par rapport à une fin qui est plutôt rushée, et je dois vous avouer que c'est peut-être une question que l'on peut se poser. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous propose de commencer par le premier cas, et on va aborder le cas de Inoue. En effet, je commence par le cas de Inoue parce qu'à l'origine, je devais parler du Toman. Mais bref, on va commencer. Alors concernant Inoue, la première chose que l'on peut voir, c'est que le personnage ne semble plus avoir sa brûlure sur le côté gauche de son visage. Et bien que ça peut paraître un simple détail, et bien ça peut poser une incohérence. En effet, si on se replonge dans les événements de Tokyo Revenger, et bien cette cicatrice, et bien elle a été provoquée lorsque ce dernier s'est retrouvé dans sa maison enflammée, et qu'il a été sauvé par Koko. Alors ici, on peut se dire que c'est un événement plutôt bateau, sauf que Koko, il a sauvé Inoue parce qu'il pensait que c'était sa sœur, il pensait que c'était Akane. Et donc par ce biais, Akane a fini dans un état assez critique, et c'est pour cela que Koko a décidé de rentrer dans la vie de gangster. Et donc cette vie de gangster l'a mené un peu plus tard à intégrer les Black Dragons, et surtout à collaborer avec Taiju. Bon, c'est pas le seul élément, mais on va revenir dans quelques instants, mais en tout cas je voulais vous montrer pourquoi ça pose un problème. Alors ici on pourrait se dire que c'est peut-être Takemichi qui est intervenu et qui a empêché le personnage d'être dans la maison, mais dans ce cas-là, Akane serait sauvé, et donc Koko n'aurait rien à faire chez les Black Dragons. Enfin, peut-être que oui, mais en tout cas, il n'aurait pas forcément le même intérêt pour l'argent. Et puis surtout, si Takemichi était intervenu en amont, eh bien peut-être que Inoue et Koko ne seraient même pas rentrés dans le Black Dragon, tout simplement parce qu'ils auraient rencontré Takemichi et qu'ils seraient rentrés beaucoup plus tôt dans le Toman. Bref, ici, vous l'aurez compris, je pense que l'événement a bel et bien eu lieu, et je pense que c'est plutôt, alors, une incohérence, ou un oubli de la part de Kenwaki. Bref, celui-ci peut paraître plus ou moins minime, et vous pouvez peut-être vous dire que je titille un petit peu, et donc je vous propose de passer au prochain, qui n'est peut-être pas une incohérence, mais plutôt une absence d'information. Eh bien, il s'agit de la création du Tenjiku. Alors, dans les chapitres, on a pu voir que le Tenjiku a existé, et a sûrement dû avoir le même objectif, celui de défaire Mikey. Cependant, si on se replonge dans la trame principale, eh bien on peut dire que ce gang a été créé par l'intermédiaire de Kisaki, et surtout à la suite de la mort de Shinshiro. Alors ici, je ne crie pas à l'incohérence, mais je dis que les choses ont dû se passer de manière différente. Alors ici, vous pourriez très bien me dire que le gang a été créé avant la rencontre de Kisaki et Izana, et surtout créé avant le décès de Shinshiro. Bon, Shinshiro n'est pas décédé, mais vous voyez ce que je veux dire. Eh bien ici, encore une fois, ce n'est pas aussi simple. En effet, si on se replonge une nouvelle fois dans l'œuvre, eh bien avant la mort de Shinshiro Sano, eh bien Izana était à la tête d'un gang qui était la génération S62. Et c'est bien entendu la mort de Shinshiro qui a fait que le personnage s'est éloigné et que Kisaki l'a rencontré pour pouvoir former ensuite le Tenjiku. Ici, on pourrait donc poser la question de pourquoi il a créé ce gang, même si je préfère le préciser, dans le chapitre, il n'est pas dit que le gang s'appelle le Tenjiku, mais au vu des uniformes, eh bien il n'y a pas forcément de doute. Bref, encore une fois, s'agit-il d'une incohérence ou tout simplement s'agit-il de quelque chose qui peut s'expliquer? Et si c'est le cas, j'espère que Kenwaki pourra l'expliquer d'une manière ou d'une autre, peut-être à travers les 7 livres qui sont supposés sortir au mois de janvier, ou peut-être lors de son interview. On ne sait pas. Enfin, pour terminer les incohérences, et j'en ai peut-être loupé quelques-unes, mais la review est quand même assez longue, j'ai envie qu'elle sorte avant vendredi. Bon, je pense que c'est un peu loupé. C'est le cas de Hanma. Alors sur cette partie, je dois vous avouer, j'ai une petite pensée pour tous les fans d'Hanma. Et je vais pas faire le mec, j'avoue que je l'ai cité plusieurs fois dans mes reviews. Je vais plutôt parler d'une incohérence. Et l'incohérence, eh bien c'est tout simplement sa présence dans le Toman et aux côtés de Kisaki. Rappelons-le, Hanma se tenait aux côtés de Kisaki parce que ce dernier le divertissait, et il se divertissait par rapport au plan qu'il élaborait pour pouvoir épouser Hinata. Et avec ce chapitre, eh bien, on peut plutôt déduire que son plan est nettement minimisé. D'ailleurs, on peut même se poser la question de est-ce que son plan existe toujours? Et bref, par ce simple fait, eh ben, on peut se poser la question de sa présence ottomane et aux côtés de Kisaki, parce que si ce dernier n'a pas de plan, eh bien, qu'est-ce qu'il fait là en fait? Alors, encore une fois, ici, j'espère qu'on aura une explication, et j'espère que Kenwaki ne sortira pas un fameux... Bref, quoi qu'il en soit, j'ai fait le tour des incohérences dans cette review, et si vous en constatez d'autres, eh bien n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. Et pour terminer, eh bien on va aborder très rapidement ce que le chapitre 278 peut nous réserver. Alors bien entendu, le chapitre 277 nous promet un mariage, et le plus logique ce serait le mariage de Takemichi avec Hinata. Alors ici, je suis plutôt d'accord avec la plupart de vos commentaires et de vos messages sur Discord, ça fait peut-être un peu long un chapitre entièrement consacré à un mariage.
Et donc ici, je vois plusieurs hypothèses. La première, c'est qu'on ait une petite partie sur le mariage et que la seconde partie du chapitre soit consacrée à d'autres personnages pour avoir différents points de vue. La seconde, et je l'ai vu dans les commentaires, c'est qu'il ne s'agit pas du mariage de Takemichi et de Hinata, mais celui de Hinata et de Kisaki. Quelque part, même si ça serait difficile à accepter, eh bien ça pourrait faire sens. En effet, si on imagine que Kisaki finisse par épouser Hinata, eh bien ça expliquerait pourquoi ce dernier n'était plus une menace. Mais par contre, scénaristiquement, eh bien ça n'aurait pas forcément beaucoup de sens. En effet, si l'œuvre nous a bel et bien appris quelque chose par rapport à Kisaki, c'est que malgré ses manigances, eh bien Hinata refusait constamment de l'épouser. De ce fait, ce scénario nous paraît plutôt improbable, mais je vais pas trop m'avancer parce que la dernière fois que j'ai fait ça, eh bien Ken Wakui... Eh bien il m'a prouvé que j'avais tort. Et enfin, la dernière chose que je pourrais voir, ce serait tout simplement le mariage de Pachin. Et quelque part, ça serait plutôt beau parce que ça nous permettrait de revenir au moment exact où Takemichi est revenu dans le futur après l'arc Tenjiku. Sauf que cette fois-ci, on aurait une image avec l'intégralité des membres du Toman. Également ceux qui sont morts, ce qui nous permettrait de voir que cette fois-ci, la mission a bel et bien été réussie. Bref, quoi qu'il en soit, on aura sûrement la réponse la semaine prochaine. Désolé, tic de langage. Et c'est d'ailleurs sur cette parole qu'on va conclure la review, et je pense que ça fait déjà pas mal. Et comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter afin de faire part de votre avis et surtout de vos théories sur le dernier chapitre. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Alors on arrive à la fin de Tokyo Revenger certes, mais la chaîne va continuer à proposer du contenu sur le manga. Et puis surtout, il y a l'anime qui arrive, faut pas oublier. Bref, vous connaissez, et en attendant, comme d'habitude, eh bien je vous dis de bien vous porter, et puis je vous dis à très bientôt. Alors, petit message en fin de vidéo, parce que j'ai oublié de le préciser dans la review, j'ai pris pas mal de retard dans la réponse des commentaires. Alors bien entendu, je ne vous oublie pas, et je répondrai à tout le monde à partir de demain, soit juste après la vidéo sur Itachi. D'ailleurs, pour les fans de Naruto, ne manquez pas ce contenu, car en effet, c'est juste après cette vidéo que j'aurai un petit peu de temps pour souffler, et donc bien entendu, je ne vous oublie pas. Voilà, cette fois-ci, c'est réellement la fin.